Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Vanteport et vous êtes sur le podcast de No Limit. Cette semaine, je reçois Angelina Favario, une jeune prodige du sport automobile, notamment en Formule 4, dont nous allons faire la présentation tout au long de ce podcast. Avec elle, nous allons échanger sur sa place de femme dans un sport essentiellement constitué d'hommes. Nous verrons également toutes les étapes qu'elle a dû suivre pour évoluer au long de son parcours pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle nous partagera aussi les coulisses d'une course automobile, ainsi que le management du véhicule et les éléments techniques qui constituent la préparation d'une course automobile. Nous échangerons aussi sur la rémunération, les différents circuits qu'elle a pu piloter, sur ses anecdotes, la recherche de sponsors, comment démarrer dans ce domaine et plein d'autres choses encore. Bref, je vous laisse maintenant découvrir ce fabuleux échange. Si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pourrez trouver en lien de description de l'épisode le site nolimit.com sur lequel nous vous partageons tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans votre activité. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Angelina Favario. Bonjour Angelina. Bonjour Anthony. Alors, on va parler d'un sujet que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le sport automobile, mais pas n'importe quel sport automobile, la F4. Oui, la Formule 4. La Formule 4. Ça. On va apprendre ensemble ce que c'est, et du coup, Angelina, qui est spécialisée là-dedans, va nous en dire un petit peu plus. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, est-ce que tu peux déjà me faire une présentation de toi, de ce que tu fais ? Oui, alors donc je m'appelle Angelina Favario, j'ai 18 ans et je suis pilote de course de Formule 4, donc en étant la seule femme dans le championnat de France de Formule 4 cette saison. Okay. Donc j'ai attaqué le sport automobile à l'âge de 13 ans, donc ça fait 5 ans que je le pratique. J'ai commencé en karting et j'ai évolué, j'ai fait des bons résultats et j'ai pu atteindre la Formule 4, la monoplace. Ok, donc en gros c'est quoi la différence de Formule 4? Enfin, moi, je n'ai absolument aucune idée, mais la différence entre Formule 1, Formule 2, Formule 3 ? Alors, donc déjà, c'est Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. Donc, c'est comme ça que c'est l'évolution de la monoplace. Donc, c'est la même catégorie, mais sans lettres, c'est-à-dire que c'est la même filière, c'est la filière de la monoplace. Et la Formule 4, c'est le premier niveau de la monoplace. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, on a des voitures de 180 chevaux pour 450 kilos. Ce qui est pas mal, mais voilà, on n'atteint pas des grosses pointes comme en Formule 1, mais on atteint 230 en ligne droite. C'est pas ensuite, c'est pas mal, mais comparé aux autres niveaux, voilà, ça reste faible. Okay. Ensuite, donc on a la Formule 3, et en fait, plus le niveau monte, plus il y a plus de puissance, plus d'aéro, etc. Donc Formule 3, c'est un peu plus, Formule 2 encore un peu plus, et Formule 1, c'est le Graal le summum. Voilà. Ok. Ah, c'est fou. Et quand tu fais ton pilotage justement sur une F4, donc tu y accèdes par la voie du karting, mais comment il y a eu ce gap, on va dire, de karting à F4 ? Alors donc j'ai pratiqué les compétitions en karting, donc dans la catégorie X30, ça s'appelait. Ok. Donc toujours en étant la seule fille dans le trophée de la Ligue Rhône-Alpes. Okay. C'était en 2018 et j'ai terminé 3e de ce trophée. Et donc au vu des bons résultats que j'avais et que j'avais déjà 16 ans, 16 ans. C'est pas mal. Voilà, c'était déjà assez âgé. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait que je voulais en faire mon métier. C'était vraiment, c'est pas seulement un loisir, je voulais vraiment en faire mon métier. Et du coup, on s'est dit que j'avais les capacités d'aller en Formule 4, donc il fallait que je me lance. Le seul frein qu'on avait, c'était le financement. Donc on a mis du temps parce qu'il y a eu l'année où il y avait le Covid. Donc du coup, ça a freiné aussi mes projets. Vous jouiez pas, enfin il y avait pas de course pendant cette période-là ? Alors il y avait des courses, donc tout était à huis clos. Donc déjà pour les sponsors et les médias, ça a freiné beaucoup les gens pouvaient pas y aller. Donc forcément, les sponsors étaient pas très contents de ça. Et sinon, ils étaient que 12, contrairement à d'habitude ils sont 20 pilotes sur le plateau. Là, ils étaient 12. Donc il y avait moins de rivalité. Okay. Et puis vis-à-vis des médias, c'était quelque chose de pas très intéressant, quoi. Et moi, je voulais vraiment montrer que la femme
que quand il y avait une femme dans le championnat, c'était important de pouvoir le médiatiser et en parler. Et du coup, on a attendu cette saison, donc en 2021, où on a pu faire ce championnat grâce à l'aide de la fédération, à l'aide de mes parents, etc. Et donc, je suis la seule femme. Et cette année, on est 16 sur le plateau. Ok. Et en gros, en Formule 1, c'est pas comme dans d'autres sports, enfin, pas tous les sports, mais tu concours à côté d'hommes aussi, sur le même circuit, et il n'y a pas des distinctions, enfin, une poule, on va dire, que des femmes, une poule que des hommes, c'est tout inclus, c'est ça? Oui, mais même en Formule 1. Donc, Okay. En Formule 1, il n'y a pas de femmes parce qu'il n'y en a pas. Pour le moment. Mais sinon, oui. Pour le moment. Mais sinon, il pourrait y en avoir techniquement. Ok. C'est-à-dire que, donc Formule 4, là, moi, je suis dans une fédération. C'est-à-dire qu'une fédération, on a tous les mêmes voitures. Okay. Contrairement aux autres F4 étrangères, comme l'italienne, en Asie ou en Espagne, etc., là, c'est des teams. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 voitures par team. Et c'est généralement un prix plus élevé que la fédération. Je peux parler de prix? Oui, tu peux. Enfin, après, je sais pas ce que tu fais. Nous, dans ce côté-là, tu peux tout dire. Oui. Mais après, je sais pas si tu peux aller. Oui, alors moi, de toute façon, ça se sait, hein, mais c'est donc là, une saison en F4 France, ça s'élève entre 100 000 et 200 000 euros, donc, ce qui est un prix raisonnable pour comparer aux autres catégories. Ouais, oui. Et donc en F4 étrangère, bon, ça dépend lesquelles, mais la plus chère doit être en Allemagne et on est dans une fourchette entre 200 000 et ça peut aller jusqu'à 500 000 euros la saison. Autant avoir un bon budget, quoi. Voilà, il faut avoir des sponsors, sinon c'est compliqué de continuer, quoi. Et du coup, moi, la question que j'avais notée, c'était pourquoi ce domaine et par quoi tu as commencé? Donc, par quoi tu as commencé, on y a répondu. Oui. Mais ce domaine, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Alors, en fait, c'était donc personne de ma famille est pilote parce que c'est une passion personnelle qui est venue de moi. C'est-à-dire que mes parents aiment les voitures, mais comme beaucoup d'humains aiment les belles voitures, mais voilà, ça reste quelque chose de normal, quoi. C'est-à-dire qu'ils allaient pas sur les circuits, ils regardaient même pas les grands prix, etc. Et moi, je me suis rendue donc au karting le plus proche de chez moi, qui est à Grenoble. Et donc avec la famille et des amis pour faire une session de karting de location, ouais. Okay. Et j'ai adoré le fait de mettre un casque, d'avoir des concurrents, d'être sur un circuit, de faire des chronos. Un déclic en fait. Un déclic. Et dès que je suis sortie du kart, je voulais refaire une session tout de suite. Donc j'en ai parlé à mes parents que j'ai eu la chance qu'ils me suivent dans cette optique, dans cette aventure. Et c'est allé de fil en aiguille, c'est-à-dire que pour la première fois où j'ai fait donc cette session, j'ai voulu en refaire une autre. Ensuite, j'ai voulu m'inscrire à l'école de pilotage, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai voulu m'acheter un kart, faire des compétitions, et voilà, ça a évolué comme ça. Ok. Et en fait, ça t'a pris à quel âge, tu m'as dit? 13 ans. 13 ans. Donc de 13 à 18 ans, t'en es déjà à ce stade. Oui. Donc c'est bien, hein. Oui, je suis contente de ça parce que c'est vrai que c'est énormément de travail, que ce soit physique ou mental ou même financier malheureusement. Mais c'est énormément de travail et d'investissement personnel, donc je suis contente d'avoir pu gérer ça. J'avais fait mes études en parallèle, donc j'ai passé mon bac S là que j'ai obtenu et j'ai pris une saison pour me consacrer au sport auto là à partir de septembre. Ok. Donc là, c'est-à-dire que donc tu concours avec des sponsors. Oui. Enfin, quand les sponsors t'accompagnent et tout ça. Oui. Donc on y reviendra à la fin de la vidéo, mais justement, si vous êtes sponsor et que vous écoutez, elle est en recherche, si ma mémoire est bonne. Oui. Ok. Donc on en reparlera. Beaucoup de sponsors. Voilà. La question que je me posais, c'était donc là, quand tu as une course automobile, tu vois, ça va coûter entre 200 et 500 000 pour te faire sponsoriser. Une saison, ouais. Voilà, pour une saison. Ouais. Sur cette somme-là, quand tu concours avec d'autres participants, est-ce qu'il y a un prix qui est supérieur à ça ou est-ce que c'est juste que du sponsoring et le prix va être entre, tu vas gagner 20, 30, 40 000? Alors, il n'y a pas de... Pour être tout à fait honnête, pour les F4 étrangères, je ne sais pas ce qui gagne. C'est pas quelque chose d'ailleurs qui disent, voilà. Bah oui. Mais donc pour la F4 France, le gagnant du championnat, donc vraiment celui qui remporte le championnat, qui est premier, il obtient 100 000 € pour pouvoir accéder à la catégorie d'au-dessus, donc la F3.
Ah ouais. Mais uniquement voilà pour aller en F3. C'est-à-dire que s'il veut arrêter, il peut pas garder les 100 000 avec lui et s'acheter une voiture, quoi. Ok. C'est pour continuer dans la continuité de la monoplace. Et le deuxième n'a rien, et voilà, on gagne des coupes, mais c'est tout. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est, tu fais toutes tes courses en F4, tu montes les niveaux en montrant qu'il y a du talent, tu performes, et ainsi de suite. Ouais. Tu passes F3, tu refais la même chose en F3 jusqu'au F2, ce qui doit déjà être assez serré, j'imagine. Oui. Plus ça monte, plus il y a de moins en moins de pilotes, donc du coup, c'est restreint, ouais. Ok. Et après, du coup, l'idée, c'est d'arriver jusqu'où? Formule 1, j'imagine. Formule 1, oui. Ok. Et tu penses que c'est un objectif qui est atteignable à peu près vers quel âge? J'ai aucune notion de ça, tu vois. Alors, donc c'est vrai que donc il y en a beaucoup qui me disent que c'est trop tard, donc les critiques, tout ça, Ouais, parce que c'est vrai que j'ai quand même 18 ans, voilà. Mais sinon, donc plus c'est tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que donc là, ça a été décidé il y a pas longtemps que voilà, fallait avoir 18 ans pour conduire une Formule 1. Avant, comme Max Verstappen, il est rentré en Formule 1 à 17 ans. Ouais. Donc là voilà, depuis lui, ce sera donc un âge qui sera jamais, ce sera un record qui sera jamais battu vu qu'il est venu en Formule 1 à 17 ans et que désormais c'est 18. Donc le mieux c'est 18 ans. Mais après c'est sûr que si on a 27 ans, c'est plus la peine d'espérer quoi que ce soit parce que bon, c'est même physiquement etc. c'est difficile. Après d'aller jusqu'à comme Hamilton ou Raikkonen jusqu'à 39, 40 ans en Formule 1, une fois qu'on a fait une carrière, oui, mais de commencer tard, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ouais. C'est comme si tu faisais l'armée et que tu avais 27, 28. Voilà. Après, il y a des choses à respecter. Après, c'est pas écrit dans les contrats de la F1 qu'on n'a pas le droit après tel âge, mais c'est pour l'évolution. Voilà. Ok. C'est pas... Ah, c'est vachement cool. Franchement, c'est vachement cool. Moi, j'ai plein de questions parce que du coup, c'est un truc qui est vraiment prenant. Là, on a parlé donc de toi et du sport en général. Il y a des choses, je veux juste remettre les bases, c'est les circuits, par exemple, sur lesquels tu as couru ou tout un tas de choses comme ça. Tu as démarré par quel circuit? J'ai démarré... F4. Ah, en Formule 4. En Formule 4, j'ai... Le premier circuit que j'ai fait, donc c'était au Castellet, au Paul Ricard. Okay. Donc là où j'étais le week-end dernier. Voilà, c'était donc sur le circuit de F1, celui de 5 km 8. Et donc c'était sur 2 journées. C'était les 2 journées les plus physiques de toute ma vie. Pourquoi physique du coup? J'avais mal de partout. Okay. J'avais des bleus partout. J'avais mal au bras, mal au cervical, mal au dos, mal partout. Je m'étais préparée physiquement quand même, mais vu que c'était au début, voilà, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait travailler exactement. Je savais pas. J'étais pas encore rentrée dans le championnat cette année. C'était l'an dernier, donc j'étais pas encore dans le championnat. Donc je savais pas trop ce qu'il fallait travailler, etc. Et donc j'ai passé 2 jours très très physiques. Donc c'était hyper dur. Je m'attendais quand même à moins pire, mais il faut savoir que dans une Formule 4, il y a aucune direction assistée ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment voilà. D'où les entraînements à la salle de sport et tout. Comme oui, beaucoup de muscu, ouais. Okay. Et donc voilà, c'était là que j'ai fait c'est là que j'ai roulé en F4 sur le premier des circuits. Ok. Dans les circuits du coup emblématiques, donc t'as déjà roulé sur le Paul Ricard, tu m'as dit. Oui. Tu peux m'en citer d'autres. Alors moi, ça me parlera pas parce que je connais Paul Ricard et le circuit de Monaco, les 24 heures. Ouais. Mais voilà, mais peut-être que d'autres personnes qui nous regardent, ça va leur parler tout de suite. Alors donc j'ai roulé sur le Paul Ricard, sur celui de Budapest, donc Hungaroring, sur celui de Monza, sur celui de Nogaro, sur celui de Lednon, donc pareil un circuit très physique, très technique. Et j'ai roulé, il me semble que c'est tout. Manicourt, j'ai roulé aussi à Manicourt et d'ailleurs ma prochaine course sera à Manicourt dans 2 semaines. Ok. Donc Manicourt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vers Nevers. Nevers, oui. C'est vers Nevers. Et au Mans aussi, sur le circuit du Mans, pas le circuit des 24 heures, mais au Bugatti. C'est là-bas qu'on s'entraîne en fait avant les courses, pendant la saison, parce que là-bas il n'y a pas de course, donc du coup on s'entraîne juste sur le circuit et après on fait les courses. Wow, c'est fascinant. Enfin, c'est fascinant de voir ça un peu sous le côté de 1 en étant une femme, de 2 avec la passion et de 3 avec tout le côté technique et tout. Oui. Oh la vache, ok. Puis c'est des circuits de Formule 1, alors c'est toujours plus plaisant de pouvoir rouler sur des circuits que les pilotes de F1 roulent, quoi. Oui, en plus de ça, quand tu sais que tu fais ta trace de pneus là où d'autres c'est ça. les grands champions l'ont fait, ça doit faire sacrément plaisir. Incroyable. Alors, comment ça marche? Quel est le principe d'une course? Question
standard, Ouais. mais c'est important. Alors, donc on se rend sur le circuit généralement le jeudi. Donc, je vais vous faire un week-end type. Et donc, on se rend sur le circuit généralement le jeudi si on n'a pas d'entraînement avant. Généralement, on a peut-être une journée d'entraînement avant, mais c'est tout. Et donc, on fait un tour de piste le soir, donc à pied. À pied. À pied, un tour de piste track walk, donc pour repérer le circuit, les trajectoires, pour voir comment la piste elle est, etc. Donc, on prend des notes, on fait tout ce qui est administration, etc. Et ensuite, le lendemain, on fait, donc le vendredi, on fait les essais libres, donc d'une demi-heure, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une demi-heure pour s'entraîner avec la voiture, voir si tout va bien, tout checker. Oh, une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Et ensuite, on a 25 minutes de qualification. Donc, on se réarrête et après, on retourne pour les qualifs 25 minutes, pendant 25 minutes. Ok. Et c'est là qu'on a notre classement. Donc après, s'il y en a un qui a fait le meilleur temps, bah, il partira en pôle, le deuxième en deuxième, etc. Ok. Et pôle, ensuite, c'est la première position. C'est la première position, ouais. Ouais. Et ensuite, le samedi, donc il y a la course 1 et la course 2. Ok. Donc pour la course 1, on part en fonction de nos temps qualifs, de notre meilleur temps qu'on a fait en qualification la veille. Pour la course 2, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on part en grille inversée de la course 1 des 10 premiers. C'est-à-dire que, donc, pour la course 1, par exemple, moi, je finis 10e. D'accord. Je pars en pole position pour la course 2. Ah, donc tu passes de dernière à première. Le premier passe 10e. Évidemment, celui qui gagne, ça rapporte moins de points que celui qui a fait les qualifs. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Après, il faut faire plus attention parce qu'il y a les pilotes les moins rapides qui sont plus devant, du coup, et les plus rapides derrière. Dangereux. Donc parfois, ça peut jouer un peu sur la casse. Mais c'est quand même super intéressant de pouvoir faire ça parce que ça donne l'opportunité de faire des podiums à d'autres et de prendre la confiance avec la voiture et puis d'avoir l'expérience de la course, quoi, de mener une course ou d'être dans les premiers. Donc c'est super intéressant et du coup ça se passe comme ça, mais uniquement pour les 10 premiers. C'est-à-dire que ceux qui finissent de 11e à 20e, ils sont normales. Ils sont comme ils sont arrivés en course 1. Et pour la course 3, on part en fonction de notre deuxième meilleur temps des qualifs. Ah oui, que vous avez fait au tout début. Qu'on a fait le vendredi. Ok. Voilà. Ok. On a parlé maintenant de la course et du côté repérage, on va dire, entre guillemets. Est-ce que au niveau du véhicule, tu participes par la création, mais je veux dire, est-ce que tu participes en fait avec l'équipe qui t'accompagne à l'amélioration du véhicule, du style faut modifier ça, faut faire ci? Alors honnêtement non. Déjà c'est vraiment des métiers totalement différents. Mécanicien, ingénieur, direction de course, pilote, c'est totalement différent. Pour moi, ma part, je m'intéresse beaucoup plus à la voiture et je suis très proche je m'intéresse beaucoup avec mon mécano parce qu'on a 2 mécanos par voiture. Donc je suis vachement avec eux pour pouvoir améliorer ce qui va pas, pour que moi je sois à l'aise dans ma voiture, pour que j'aille plus vite, pour que tout se passe bien et qu'on n'ait pas de problème mécanique. Parce que malheureusement, ça arrive souvent. Donc moi pour ma part voilà je suis très à l'écoute et puis vice versa, mes mécanos sont très à l'écoute de ce que je ressens dans la voiture. On a les ingénieurs pour nous aider à savoir et on échange ce que moi j'ai ressenti, ce que eux ils voient sur les datas et sur les données et on échange sur ça et ensuite on améliore la voiture. Oui, parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que sur le véhicule, il y a des centaines et des centaines d'informations qui sont remontées aux techniciens en arrière-plan. Oui. Et ça, des milliers d'informations par seconde. C'est incroyable. Oui, il y a beaucoup de données et c'est pour ça que après chaque course ou entraînement, enfin chaque session de roulage, ils mettent tout dans un disque dur pour pouvoir tout regarder sur les ordis. Ils passent des heures à regarder tout ce qui se passe sur la voiture et là ils peuvent en déduire ce qui se passe, ce qui est possible d'améliorer ou pas. Et donc voilà, moi je suis quand même très proche d'eux pour améliorer ma voiture, mais après voilà, c'est quand même des métiers très très différents. Eux ils font leur travail, moi je fais mon travail et puis après voilà. Toi on te demande de piloter, eux on leur demande pas d'exécuter mais de faire une belle voiture et voilà. Une belle voiture et une voiture performante. Exactement. OK. Je rebondis juste sur les voitures. Quand il y a des datas, est-ce que par exemple là, on disait que tu t'intervenais peut-être pas forcément sur la création de la voiture, mais que tu leur donnais quand même des éléments pour qu'ils améliorent justement la voiture. Ouais. C'est quoi, par exemple, ce genre de choses?
Alors c'est par exemple la voiture en ligne droite. Bon ça c'est quelque chose c'est flagrant hein, mais en ligne droite je sens qu'elle part vers la droite donc faudrait voir. Okay. Après faut bien se dire qu'il peut y avoir le vent, il peut y avoir les pneus, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc il y a ça, il peut y avoir là elle part trop de l'arrière, il faudrait mettre un peu plus d'aileron à l'arrière ou à l'avant. Là je l'ai perdu, normalement c'est pas normal, moi je l'aurais pas perdu, je le sais si j'aurais pas fait ça ou voilà, c'est des choses. Si elle glisse, si elle grippe trop, si le pneu il est pas assez, il est moins bon que les 3 autres, ou voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut leur donner comme information et des fois ça peut changer ou des fois pas. Des fois on peut pas améliorer la voiture trop. Mais après rien qu'en amélioration, enfin on peut avec quelques pourcentages de modifications, des fois on arrive à avoir des performances. Ah oui, beaucoup meilleures. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Et du coup au niveau maintenant des combinaisons. Donc, j'ai vu une photo de toi sur Instagram. Donc après, on en parlera aussi pour les personnes qui veulent aller la suivre sur Instagram, ce que je vous encourage à faire. Sur une photo de toi, j'ai vu il y a une combinaison. Et comme la plupart des autres en F1, F2, F3, F4, cette combinaison, il y a des choses particulières dessus. Tu peux nous dire un peu ce qu'il y a ? Sur la combinaison. Sur la combinaison que vous avez quand vous faites... vos courses en fait tout simplement. Donc on a une combinaison et des sous-vêtements inifugés pour sous-vêtements aussi. Ouais, sous-vêtements aussi inifugés. Okay. Donc cagoule inifugée et puis notre casque. Donc la combinaison elle est valable que pour la Formule 4, c'est-à-dire qu'on peut pas faire du karting avec, on peut pas faire de la Formule 1 avec, on peut pas elle est que valable pour la Formule 4. Et pas valable des années non plus, je sais plus exactement combien de temps, mais si dans 3-4 ans je veux avoir la même, je sais pas si c'est possible. Surtout que il y a beaucoup de changements de règlements avec la FIA, donc la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. C'est elle qui dit qu'il faut avoir telle combinaison, qu'il faut qu'elle soit inifugée de cette manière, homologuée FIA. Et donc voilà, c'est avec celle-ci qu'on roule. Alors là, on a tous les mêmes, principalement pour le championnat de France F4. Après, il y en a qui ont leur combinaison parce qu'ils ont des sponsors qui souhaitent leur donner de l'argent avec en leur offrant l'équipement. Du coup, ils ont une combinaison différente. Ils ont la combinaison avec le logo du Oui, après partenaire. on a tous les logos des partenaires. Et ça, c'est un peu comme on veut, hein. C'est-à-dire on met un peu ce qu'on veut sur la combinaison, comme sur les sous-vêtements d'ailleurs. Et donc voilà, c'est avec celle-ci qu'on roule toute l'année. Ok, vachement fun, ok. Je parlais de combinaison, j'ai vu que tu avais un joli logo. Oui. En plus d'avoir une jolie, comment ça s'appelle, un joli collier. Du coup, tu as collier logo. Ouais. Et le logo, c'est quoi ? Alors le logo, donc c'est ma marque de vêtements que j'ai créée donc avec ma mère en 2019. Ok. Donc j'ai lancé ma marque de vêtements. Donc là, je suis en cours de création de mon site internet. Ok. Donc ça va sortir bientôt. J'ai pour l'instant vendu uniquement des casquettes. J'avais créé des casquettes. Et là, je vais commencer à vraiment avoir une gamme beaucoup plus développée, donc masque, porte-clés, t-shirt, polo, donc comme là, voilà, plusieurs choses pour développer ce logo en fait. Et ce sera donc comme on peut le voir, c'est pas destiné forcément au sport automobile avec drapeau à damier, rouge, bleu, voilà. C'est une longue vue, c'est ce que je vois. En fait, non, c'est donc là c'est mes initiales FA. Favario Angelina. Et dessous, voilà, c'est ma mère qui a dessiné mon logo. Et voilà, donc du coup, on va aller... Le but, ça a été que ce soit un logo classe, des vêtements classe, et pas seulement pour les gens du sport automobile en course, quoi. Vraiment pour pouvoir sortir, faire du sport, voilà. Que ce soit assez écarté comme marque. Ok. Ouais, parce que je sais de mémoire, je crois que c'est la famille Loeb qui ont créé aussi une marque... avec une Formule 1, je crois, sur une casquette ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Après, il y en a aussi en Formule 1 qui ont créé pas mal de choses comme ça. Bon, après, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà, ça se développe. C'est une bonne manière. Oui, parce que ça permet aussi de faire. Quand il n'y a pas les sponsors, ça doit aussi permettre de développer aussi. Alors oui, moi c'est pour ça que j'ai créé ça, c'est-à-dire que c'était un moyen de donner, enfin de pouvoir vendre aux gens mon logo, donc.
mon histoire en fait, et de pouvoir rouler, de gagner de l'argent grâce en pouvant rouler comme ça quoi. Après évidemment c'est tellement des coûts exorbitants que c'est difficile de rentabiliser hein. Mais voilà, à la base c'était l'objectif quoi. Ok, non c'est bien, il est inspirant en plus ce logo. J'imagine bien en plus sur une casquette ça doit super bien rendre. Ok. Merci. Alors pour le logo, ça on a vu ensemble de quoi il s'agissait. Est-ce que tu as déjà pensé à d'autres choses? Donc là, on a parlé des vêtements, mais est-ce que tu as déjà pensé, c'est une question qui me vient, à d'autres choses pour développer, je sais pas, on va dire l'entrepreneuriat au féminin, mais dans le sport automobile, ou là, il y a la marque de vêtements, mais peut-être d'autres idées? Alors, en termes d'argent, non, j'ai pas développé autre chose. Par contre, j'ai créé mon association. Okay. Donc, Angelina FSA, Angelina Favario Sport Automobile. Okay. Et cette association, elle a pour but de valoriser les femmes dans les milieux masculins et notamment le sport automobile. Okay. Donc, cette association, elle sert à quoi? Elle sert à mener des actions. Donc, moi, je mène des actions comme par exemple, je me rends dans des écoles pour témoigner de mon parcours à des jeunes. Parce que je reçois énormément de messages en me demandant même de jeunes filles qui me disent est-ce qu'on a le droit en tant que femme de faire du sport auto? Alors le mot droit, bah oui, forcément, ok. Il est vraiment choquant, donc j'aime bien, je leur réponds évidemment, on a le droit de faire du sport auto. Donc c'est pour ça j'aime bien me rendre dans des écoles pour pouvoir témoigner de tout ça, de ce que j'ai vécu, de leur dire que c'est possible, parce qu'il y en a plein qui se posent des questions, parce que c'est vrai que en tant que quelqu'un de lambda qui regarde la télé et qui voit pas de femmes dans le sport auto, forcément on peut se dire on n'a pas le droit, ou peut-être que il y a un autre championnat. Mais non, c'est des championnats mixtes et on a tout à fait le droit d'y participer. Donc voilà, j'aime bien mener des actions comme ça. Et d'ailleurs, je crée aussi des rassemblements de voitures pour partager cette passion du sport auto. Et donc là, j'ai fait ma 2e édition cette année. Ok. C'est quoi, de voitures collection, C'est toute voiture, même des motos. Donc je fais des voitures anciennes, des voitures modernes, des voitures, des motos, voilà, il y a même des vélos, parfois des vélos. C'est vraiment tout ce qui est, voilà, tout ce qui est avec un pneu. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi, je prends. Non mais ouais, donc j'ai fait 2 rassemblements jusqu'à aujourd'hui, donc des gros rassemblements que j'organise près de chez moi, donc souvent en été, donc en Maurienne, du coup en Savoie. Et donc voilà. Elle est originaire de là-bas, pour info. Voilà, oui, j'habite en Savoie, en Maurienne. Et du coup, j'organise donc près de chez moi des rassemblements comme ça. Et en fait, ça permet donc en été de faire quelque chose d'intéressant pour rassembler des voitures. Et surtout dans ma région, comme je dis souvent, les jeunes sont destinés à faire du vélo ou du ski. Moi, je fais du sport auto, j'aime bien le montrer et partager cette passion avec tous les passionnés qu'il y a dans la région, parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler. Il y a jamais de rassemblement à part celui que je fais en fait une fois par an. Donc j'aime vraiment partager cette passion. C'est vraiment convivial, quoi. Ouais, on sent, enfin, ça va parfaitement emboîter avec ma 2e question, mais en fait, on sent une maturité dans enfin, ça peut pas dire que les gens sont pas matures en général, mais on sent une maturité à la fois dans le discours, dans la façon de penser et dans le côté un peu développement de cette passion. Donc, ouais, Oui, dans le sport automobile, on doit, c'est pas on peut, c'est on doit être beaucoup plus mature, plus jeune ça demande tellement de travail, d'investissement personnel que on se doit d'être mature beaucoup plus tôt que les jeunes qui ont d'autres passions. Voilà. Ouais, du coup, comment tu exploites en fait les compétences? Moi, j'ai déjà une sorte d'idée, mais comment tu exploites ces compétences que tu as acquis avec le sport automobile dans d'autres domaines? Alors je dirais que déjà quand je me déplace lors d'interviews, etc., c'est le fait de discuter avec les gens. Étonnamment, je rencontre énormément de gens qui sont passionnés de sport auto, mais c'est à partir de quand je dis que je suis pilote, là on développe et ils me disent que aussi ils adorent, qu'ils connaissent un tel qui fait ça, et c'est là qu'on rencontre des personnes et que c'est super intéressant parce que au final, sur Terre, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de sport automobile et c'est super intéressant de pouvoir
parler avec eux de ça, quoi, parce qu'on a des contacts. Donc, à partir de là, déjà, je peux exploiter cette maturité que j'ai de discuter avec plusieurs personnes, parce que c'est beaucoup plus d'ailleurs des hommes que des femmes, malheureusement. Il y a beaucoup plus d'hommes. Pour le moment. Et pour le moment. Ça va venir. Et c'est souvent, voilà, une tranche d'âge, c'est des personnes qui n'ont jamais mon âge, quoi. C'est des gens beaucoup plus âgés ou qui ont déjà une carrière, qui ont déjà vécu. Et j'aime, c'est pour ça que à les écouter aussi, j'apprends beaucoup. Donc, grâce à ça, je peux exploiter ce travail. C'est trop bien. Ok. Ok, donc dans les discussions que tu as avec les gens aussi, en général, tu as discuté avec des personnes qui sont déjà très connues dans la F1 ou quelque chose comme ça? Oui, alors des pilotes de Formule 1 même, non. J'ai jamais pu discuter avec eux. Parce que ça s'est pas présenté? Ça s'est pas présenté, j'ai jamais eu l'occasion, c'était vraiment une question de temps, mais d'aller sur un Grand Prix de Formule 1. J'ai jamais été sur un Grand Prix de Formule 1. Okay. Donc voilà, mon seul regret de ma vie jusqu'à là, c'est ça. Et si vous voulez faire plaisir à Angelina, voilà ce qu'il faut faire. Alors oui, c'est vraiment le rêve, même là au Castellet, quand c'était à domicile, j'étais pas là, c'est vraiment une question de temps, j'ai pas pu y aller. Donc du coup, voilà, je suis vraiment dégoûtée pour ça, mais donc du coup, avec des pilotes de Formule 1, non, jamais. Ok. Mais sinon, je connais beaucoup, oui, de sportifs de haut niveau, qui soient en monoplace ou en Formule 3, Formule 2, les femmes qui sont dans la catégorie alpine, dans des catégories de GT, et notamment quelqu'un qui donc un sportif de très haut niveau et connu, je pense, au grand public, c'est Johan Zarco qui est en MotoGP. Donc c'est quelqu'un de formidable, en fait, c'est un ami que j'ai connu il y a peu, et donc lui c'est passionné de moto. Et c'est super de pouvoir partager une passion qui est la même sans être la même, en fait. De 4 roues. Voilà. Et du coup, on organise, on va essayer de s'organiser des journées karting pour qu'on puisse tous les deux, voilà, rouler ensemble, qu'on se donne des conseils mutuellement. Et c'est super intéressant de pouvoir partager avec des gens comme ça une passion, parce que c'est, comme je dis, c'est la même sans être la même, et du coup, je suis ravie de pouvoir échanger avec lui sur ça, quoi. Okay. Des sportifs de si haut niveau, quoi. Et t'as déjà une anecdote, bonne ou mauvaise, quelque chose qui t'est arrivé dans ton sport? Si t'as même les deux, c'est top. J'ai les deux. Ah, bah, alors, donc la première, c'était, je vais commencer par la mauvaise. Vas-y, voilà. Comme ça on peut embrayer sur la bonne et puis. Je vais commencer par la mauvaise. Alors la mauvaise, c'était ma première course de karting. Donc déjà, j'étais malade, j'avais une angine, donc ça commence bien. Et t'as pu faire quand même... J'ai quand même fait, oui, peu importe si j'étais malade ou pas, j'ai quand même fait cette course. Et en fait, je me suis fait sortir dès le premier virage. Donc pour ma première course de karting. Sortir, c'est on m'a fait quitter la piste, voilà. Alors après je suis repartie, au bout d'un certain temps je suis repartie, j'ai fait mes tours, mais bon la course était finie, quoi, c'était déjà mort. Donc du coup c'était là, ça m'a, avec tout cet entraînement en amont, arriver à une course de 20 minutes et se faire sortir et pas avoir eu le temps de rien faire, voilà. C'était la mauvaise anecdote, on va dire. Et pour la bonne anecdote, c'est quand même c'est plus quelque chose, un moment qui restera mémorable. C'était quand j'ai gagné le trophée Andros à Val Thorens. Donc c'était en 2019. Première alors. J'ai gagné. Donc c'était en 2019, donc sur le circuit de Val Thorens. C'était en trophée Andros invité, donc avec c'était là depuis l'année dernière, c'est des voitures 100% électriques, donc c'est que de l'électrique. OK. Et du coup vous tournez sur les pistes avec en électrique, ouais, voilà. Donc avec les pneus clous et tout. OK. Et du coup, j'ai même concurrencé la femme de Sébastien Loeb. Et je me suis dit, parce que Sébastien Loeb, il venait dans notre structure, dans les paddocks, et il lui expliquait, il lui donnait des conseils. Je me suis dit, bon, moi c'est mort, je vais jamais y arriver. Et en fait, quand j'ai fait mes tours, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de tours qualifs, on en a 3 ou 4. Okay. Donc c'est quand même très peu, parce que le circuit est pas très grand. Et du coup, j'ai fait le meilleur temps et je suis partie première en course. Donc j'étais super contente parce que j'avais gagné devant la femme à Loeb, quoi. Okay. Donc c'était une super anecdote parce que c'était ma première course au Trophée Andros. J'avais jamais fait le Trophée Andros avant. Après, j'ai été réinvitée sur le trophée à Serre-Chevalier, à Lens-en-Vercors et c'est tout, je crois, et encore à Serre-Chevalier. Donc après, je suis invitée quelques week-ends sur la glace.
Ça va, c'est bien. Ouais. Faudra qu'on s'appelle, je pense, la prochaine fois, parce que ça doit être sympa à faire. Non, c'est super bien. Bah, c'est une toute autre sensation sur la glace. C'est pas du tout pareil que l'asphalte. C'est pas pareil ça a rien à voir avec une monoplace, bien sûr. On est enfermé déjà. Il y a rien qui est pareil et c'est intéressant de savoir gérer une voiture sur la glace, quoi, sur la neige. Voilà, c'est super intéressant. La seule fois où j'ai eu l'occasion d'essayer ça, c'était, je sais pas si tu connais les stages Centaure et Minotaur. Non, je connais pas. En gros, c'est ce que te propose l'assurance. Enfin, en France, en général, pour réduire entre guillemets, la facture mensuelle ou annuelle, tu peux faire des stages Centaure et Minotaur et t'apprends à gérer ta voiture sur route mouillée, sur route verglacée. Ah oui. Et en fait, du coup, j'avais testé là-dessus. Bon, et après, j'habitais aussi en France il y a très longtemps et on s'essayait à faire des freins à main et tout sur la glace. Et franchement, la sensation, c'est vrai que c'est tout autre. Tu sais, tu arrives dans un virage et tu t'amuses à faire un petit peu de frein à main pour essayer de repartir après avec la puissance, tu vois. Et rien que ça, je me suis dit, oh, c'est ouf. Alors, en plus, sur des voitures comme ça doit être génial. Ouais, c'était bien. J'avais aussi fait, comme tu dis, avec ma voiture personnelle, on peut faire des track days comme ça avec notre voiture. C'était sur le circuit de Clermont-Ferrand. En fait, ils mouillent la piste, ils font exprès de la mouiller, et puis après, on peut faire des tours, pour apprendre à gérer la voiture sous la pluie, quoi. Et il y a déjà eu une fois où, alors après tu réponds pas, mais il y a déjà eu une fois où t'as failli vraiment te prendre un petit accident à haute vitesse ou... Beaucoup de fois, oui, bien sûr. En fait, je sais pas, mais cette question de me tarauder, tu vois. Mais... Sur circuit, oui, bien sûr, beaucoup de fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de... Oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Hein. Après, j'ai jamais fait de tonneau, moi, en Formule 4. Je te le souhaite pas. Non, parce qu'il y en a. On touche du bois. Ouais, après, ça secoue un peu, mais on est tellement protégé après dans les voitures que voilà, on n'y pense pas, hein, sinon on n'irait pas vite. Et surtout que l'an prochain, ils font la nouvelle Formule 4 avec le halo. Donc le halo, vous savez, c'est ce qui entoure juste au-dessus des Formule 1. Donc avec le... Voilà, c'est ça. J'ai perdu le nom, mais ça protège encore plus. Voilà. L'arceau, merci. Et du coup, ils ont fait ça en Formule 1, après en Formule 2, Formule 3, et là l'an prochain, ce sera enfin pour la Formule 4 parce qu'on l'avait pas jusqu'alors et c'est quand même une sécurité en plus super importante parce que. Là, c'est ce qui a sauvé le pilote qui avait été dans l'explosion et qui était sorti là. Oui. J'arrive pas à me rappeler son nom. Romain Grosjean. Ah oui, Romain Grosjean. Ouais, Romain Grosjean, ça l'a aidé, mais surtout, je sais pas si vous avez suivi donc le Grand Prix de Monza. La bagarre entre Verstappen et Hamilton, où Verstappen il est monté sur Hamilton et voilà, il a mis la roue sur le casque d'Hamilton. S'il aurait pas eu le halo, ça aurait été compliqué, quoi. Ouh. Donc voilà, ça a sauvé beaucoup de vies, ce halo. C'est marrant parce que quand on observe juste la Formule 1, on a l'impression que ça peut être simplement une pièce. Alors on sait très bien dans les faits que c'est pas ça parce que ça demande de la compétence technique et tout ça. Mais on a simplement l'impression que c'est une pièce que tu prends, que tu déposes. Ouais, c'est ça, mais il y a tellement de travail derrière que ça l'aérodynamisme. Ouais, pour même 1 mm de changement de voiture, ça peut changer beaucoup de choses et il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. On arrive à des petites questions maintenant au niveau technologie. Oui. Rien de bien compliqué. Alors, quelles sont les applications que tu utilises dans ta vie de tous les jours? Tu vois, des applications sur ton téléphone. J'imagine qu'il y a Instagram, mais je veux dire des applications. Tu peux me dire TikTok ou je sais pas, mais des applications que tu utilises qui te permettent un peu d'aider dans ta vie d'entrepreneuse, tu vois. Alors LinkedIn déjà. LinkedIn, oui, voilà. c'est vrai, c'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs. Voilà, j'ai pas créé ça il y a longtemps, donc c'est ma mère qui m'a conseillé de télécharger cette application parce que Instagram, TikTok, c'est beaucoup des gens qui me soutiennent, mais qui au final ne vont pas pouvoir m'aider financièrement. Ce sont pas des gens ton audience n'est pas là pour le finance, ouais. Voilà, c'est plus. Moi, je fais des vidéos sur TikTok pour apprendre aux jeunes le sport auto et pour que ça les divertisse, quoi. Mais pas forcément pour rechercher de l'argent. Donc c'est pour ça que sur LinkedIn, j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai créé ça il y a pas longtemps. Il y a 2-3 mois, non? Ouais, à peine, même pas. Ouais. Et du coup, j'ai mis en avant ma cagnotte d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé pour ça, parce que à cause de mes sponsors qui m'ont lâché en milieu de saison. Donc il faut que tu la regroupes quand ta cagnotte là? Là, je l'ai mise jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, pour pouvoir finir ma saison en fait de Formule 4. Ok.
Donc du coup, c'est là que j'ai partagé cette cagnotte et ça a monté. Enfin, ça a beaucoup marché en termes d'interaction. Et du coup, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit des photographes, des gens comme toi, par exemple, qui m'ont sollicité pour venir. Ou Moi, voilà. j'ai vu ça, j'ai dit, une femme en F4 dans le milieu de sport auto, Voilà. il la faut sur nos limites. Voilà, c'est ça que ça peut intéresser beaucoup de gens et puis ça peut faire parler de moi, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Donc c'est une application que j'utilise beaucoup maintenant. Donc oui, au-delà de TikTok, Instagram, Facebook, voilà, ce sont les réseaux sociaux de base. Sinon, honnêtement, j'essaye de minimiser le fait d'être sur mon téléphone parce que voilà, c'est pas là où tu as de la valeur. C'est pas là où j'ai de la valeur et c'est pas là où c'est pas ça qui me passionne parce que pour être totalement honnête, j'aime même pas faire du simulateur. Pour vous dire à quel point j'aime juste conduire. Ah ouais. Normalement, on doit faire du simulateur pour reconnaître le tracé, les points de freinage, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça, qui ont aimé ça avant de faire du pilotage. Mais moi, j'aime pas parce que pour moi, c'est un jeu vidéo. Et je veux pas être gameuse, je veux être pilote. Donc, j'aime pas du tout faire du simulateur. Donc, j'aime pas les écrans, tout ça. Donc, j'essaye d'être pas trop sur mon téléphone, de faire vraiment du sport, de me concentrer sur moi-même. J'ai une application de respiration, une application... je sais plus comment ça s'appelle, relax, quelque chose comme ça. Ah oui, non, ouais, je vois. Ouais. J'ai la même publicité, mais je pense qu'on a à peu près la même. Oui, après, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui téléchargent ces applis, du coup. Mais j'ai celle-ci, et puis après, j'ai aussi quand je vais courir, j'ai une application pour les kilomètres. Quand je fais du vélo, pareil. Mais sinon, je reste pas trop sur mon téléphone. J'essaye vraiment de profiter de ma vie à fond en ce moment parce que j'ai beaucoup de chance de faire ce championnat et j'en suis reconnaissante. Donc voilà, j'essaie de minimiser ça et ce que je fais sur les réseaux, voilà, c'est uniquement pour informer de l'actualité à ceux qui me suivent et qui me soutiennent. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent parce qu'il y en a énormément. Surtout 6000, j'ai vu sur Instagram. 7000 et quelques abonnés, ouais. Donc puis j'ai reçu énormément de messages depuis que j'ai annoncé que je faisais une cagnotte et que c'est d'ailleurs eux qui m'ont poussé à faire cette cagnotte. Et qui m'ont dit ce serait nous tes abonnés, tes sponsors, etc. Je me suis dit je vais annoncer que j'ai plus de sponsors, les gens vont se désabonner, ils vont penser qu'il y a plus d'actualité, mais pas du tout, ils m'ont vraiment soutenue et c'est grâce à ça que j'ai pu encore avancer parce que du fait d'avoir autant de soutien, ça peut vachement aider et du coup voilà, c'est comme ça que j'essaye d'être active sur les réseaux, mais rien de plus. OK. Ouais, ça fait déjà beaucoup de travail, hein, juste. Oui, c'est déjà énormément de travail. On se rend peut-être pas compte, mais parce que j'ai d'ailleurs perdu mon compte Instagram. Je fais pas de la pub pour Instagram. Ah, non, Instagram, c'est une galère. Enfin, moi, je gère aussi des personnes pour Instagram. D'accord. J'aide à débloquer des comptes et tout ça quand. C'est la cata parce que j'ai tout perdu du jour au lendemain avec tout le travail qu'il y a derrière. J'ai rien pu récupérer, quoi. Il y avait combien de personnes? J'avais 6000 abonnés aussi. OK. Donc du coup, c'était quand même des années d'avoir publié des choses, tout ça, et c'est énervant, quoi. Donc, bon. Après, en général, légalement, pendant 10 ans, ils n'ont pas le droit, enfin, je vous le donne aussi pour info, mais pendant 10 ans, normalement, le compte n'a pas le droit d'être supprimé légalement. Et il faut maintenant tu le sais, mais voilà. Oui. Mais en général, quand votre compte est supprimé sur Instagram, il y a 3 formulaires à remplir. Ça prend une plombe entre 2 à 1 mois, 2 semaines à 1 mois. Ah ouais, c'est long. Mais le compte n'est pas supprimé, il peut être réactivé. C'est juste qu'ils ont un robot qui passe constamment. D'accord. Et qui fait sauter des comptes au hasard entre guillemets, soit parce qu'il y a des achats de followers, soit parce qu'il y a une activité suspecte. Donc oui, parce que souvent c'est des robots des fois, je sais pas, qui suppriment les comptes parce qu'il y a quelqu'un qui a signalé alors qu'il y a rien de. C'est ça. Et après des fois il y a des personnes qui signalent votre compte parce qu'il y a des petits jaloux ou ce genre de choses. Donc ça aide pas forcément. C'est ça. Mais en tout cas voilà, Instagram et Snapchat, ne perdez pas espoir, votre compte est récupérable. Faut pas avoir peur. Donc ça voilà, c'était la petite dose informationnelle. Alors, est-ce que tu as des recommandations dans ce secteur pour des personnes qui nous écoutent, qui se disent, elle m'a bien inspiré, j'ai envie de faire un peu ce qu'elle fait. Comment faire? Où tu démarres? Alors oui, j'ai énormément... Encore une fois, je reçois beaucoup de messages sur ça. Ça fera l'occasion de les rediriger là. Voilà, donc
plus de garçons aussi d'ailleurs que de femmes, mais j'ai beaucoup. Parfois on me dit bon après des fois c'est un peu bizarre parce que je me dis va falloir développer parce qu'il y en a ils me disent salut je veux être pilote, comment on fait? Alors je dis salut, il faut beaucoup de travail. Non mais déjà voilà je sais qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui suivent, donc ça déjà moi j'ai beaucoup de chance que mes parents suivent parce que sans eux j'en serais jamais là. Et que ce soit financier ou l'investissement personnel. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents avec moi. Et pour se lancer, je leur conseille donc déjà de faire beaucoup de sport. Après je connais pas leur routine sport, mais les membres du corps qu'il faut travailler, que ce soit les cervicales, le dos, les bras, le gainage, voilà, ça c'est les principales ce qu'il faut travailler le plus. Et après malheureusement, c'est beaucoup de pilotage. Et le pilotage, pas tout le monde, quelqu'un qui habite, je sais pas, à Paris, il va pas pouvoir aller au circuit tous les jours. Ça serait vite compliqué dans les rues de Paris. Hein. Donc du coup, c'est le roulage, quoi. Surtout si, après, il faut commencer en karting. C'est le mieux d'avoir de l'expérience en karting, de faire quelques courses, même si les prix sont déjà très élevés en karting. Mais c'est mieux de commencer en karting pour pouvoir après adapter son pilotage à la Formule 4, parce qu'il faut savoir c'est quand même différent le pilotage du karting à la F4. Mais ça donne de l'expérience, donc je leur conseille ça. Après, il faut savoir aussi c'est l'âge, c'est-à-dire que s'il y en a qui ont déjà 17, 18 ans, dans ce cas, il faut juste faire 2-3 jours de karting et direct après se mettre dans une F4, parce que sinon ce serait trop tard. Tout dépend de l'âge, d'où il habite, de l'investissement de lui-même, quoi, de savoir s'il est capable moralement, parce que bon après moi c'est plus dur pour une femme de tenir mentalement. Hein. C'est pas voilà, je me plains pas, mais c'est quand même vachement dur. Oui, les émotions sont pas les mêmes. Même si on reste des hommes et des femmes, les émotions sont pas les mêmes. Et puis j'ai vécu beaucoup de sexisme par rapport à ce que je faisais dans un milieu masculin, et du coup mentalement, faut quand même être très forte et même avoir, grâce à mes parents qui m'ont soutenue et qui m'ont dit que fallait pas que j'écoute les critiques, parce que sinon je pouvais pas continuer à avancer, quoi. Donc voilà, faut quand même une force mentale, une force physique aussi, et beaucoup de roulage, et puis commencer par le karting, ce qui est le mieux, quoi. Ok. Karting, le karting, je pense qu'on peut en trouver à proximité de chez nous. À proximité. Après, il y en a qui font pas la compétition, donc qui font que des cartes de location. Alors, c'est mieux d'avoir un carte de compétition, forcément, suivant la catégorie, suivant le poids, l'âge, voilà. Ça peut se trouver. Moi, le plus proche de chez moi, c'était quand même à 100 km, donc fallait y aller quand même tous les week-ends. C'était quand même assez loin, mais bon. Alors, maintenant, une question qu'on pose souvent sur le podcast, c'est quelle est la morning routine ou la daily routine de Angelina? Alors, donc moi, je me lève à 4h30 du matin pour aller au sport. Tranquillement. Donc, je vais à ma salle de sport qui sont mes partenaires, donc qui m'offrent l'abonnement à l'année pour que je puisse faire mon sport. Donc, c'est mes partenaires, en fait. Okay. Et donc, du coup, voilà, je me rends à la salle de sport. Donc, ça ouvre à 5h30. Donc, je fais mon sport jusqu'à 8h à peu près. Tes parents t'accompagnent? Non, ils dorment. Ils dorment, ok. Non, voilà, donc 4h30. Donc oui, je mange, j'ai oublié de préciser. Oui, évidemment. Voilà, je mange très sain parce que je m'intéresse beaucoup à la nutrition aussi, ce qui est important dans le sport automobile, comme tout sportif de haut niveau. Et donc je fais mon sport, donc je rentre à 8h, après je peux recommencer ma journée, parce que au début j'allais à la salle plus tard et j'aimais pas, parce que je perdais une journée, en fait, je perdais ma matinée, et du coup je me suis dit j'ai qu'à y aller plus tôt, comme ça je rentre chez moi, il est 8h30 et je peux rattaquer ma journée. Donc avant j'avais mes cours, donc je faisais mes cours jusqu'à midi. Maintenant, j'ai plus mes cours, donc mes cours de mathématiques, parce que je faisais mathématiques et physique-chimie. C'est pas mal comme matière. Oui, c'était ce qui se rapprochait le plus de la voiture pour que je puisse au mieux comprendre les voitures. Donc c'est ça que j'ai choisi de faire, donc un bac S. Ok. Donc ensuite j'ai plus mes cours. Donc maintenant je suis beaucoup plus sollicitée qu'avant pour les interviews, etc. Donc parfois je dois partir en Suisse. En Suisse. Voilà, ou dans d'autres pays même, où voilà, j'ai des interviews même au téléphone, ou voilà, en visio, etc.
Donc ensuite, je me prépare à manger, parce qu'on mange pas la même chose avec mes parents. Du coup, je prépare ce que je dois manger. Tes parents, c'est une belle entrecôte de veau, et toi, c'est plutôt Alors, ma mère et moi, on mange très très sainement, et du coup, mon père mange plus. Il travaille beaucoup, il est charpentier, alors il a besoin de bien se nourrir. Donc voilà. Et ensuite, les après-midi, quand j'essaye des fois d'aller faire du karting pour m'entraîner pareil physiquement, parce que c'est un très bon moyen de s'entraîner physiquement. Le karting, c'est très physique. Ça demande beaucoup de force aussi sur les bras et mentalement aussi. Donc des fois, voilà, j'essaye de me rendre au karting pour m'entraîner. Après, c'est plus souvent que je suis en déplacement que ma morning routine, quoi. Donc je dois partir. Chiant avec aujourd'hui. Hein. Voilà. Des fois, je dois partir soit m'entraîner au Mans, je dois partir en interview, je dois partir en course. Il y a plusieurs. Je suis plus en déplacement qu'à la maison, mais voilà, quand je suis à la maison, je fais ça. Après, je m'entraîne beaucoup sur mes caméras embarquées. Donc, vous savez, on a des caméras embarquées quand on roule. Ah oui. Pendant les courses ou pendant les entraînements. Et donc, j'analyse. Tu regardes ce qui s'est passé pendant la course. Je regarde où j'ai freiné, où est-ce qu'il faut que je freine normalement, où est-ce que c'est le mieux, la trajectoire idéale. Voilà, j'essaie d'apprendre au mieux mes caméras, en fait, pour pouvoir, quand je retourne sur le circuit, être au mieux préparée. Parce qu'on roule pas tous les jours non plus, hein. C'est-à-dire que là, on a eu 7 meetings dans l'année, donc 21 courses, ce qui est pas énorme non plus. Donc, on roule pas tous les jours et c'est dur on n'a pas beaucoup de temps, comme je l'ai dit, avant les qualifications, on a une demi-heure. Donc, faut se remettre dans le bain vite faire des chronos, vite se mettre en action. Donc, c'est important de bien regarder les caméras pour se remettre dans la tête le circuit, quoi. Et après, je regarde aussi mes données, enfin mes datas. Donc là, c'est un peu plus en précision. Combien, par exemple, par rapport au meilleur de l'année dernière, combien je perds, combien je pourrais gagner, etc. Et voilà. Après, c'est ça que je fais principalement pendant mes heures libres, quoi, on va dire. Tu te connectes avec toi. Enfin, tu disais que tu faisais des exercices de respiration tout à l'heure. Ouais. En gros, tu te connectes avec toi-même à quel moment? Quand il y a une zone de stress, avant une course? Alors, honnêtement, en course, je le fais pas tant. Enfin, je le fais pas tant. Je le fais pas avant de partir, par exemple. Je le fais tous les matins. Donc, je fais des respirations, voilà, des exercices de respiration basiques. Et je le fais 4 à 5 minutes. Et je le fais tous les matins pour pouvoir être en forme pour la course ou pour la journée, ou voilà. Méditation. C'est important. Ah ouais, non, c'est des choses qu'on oublie de faire, mais c'est vrai que des fois, 5 à 10 minutes d'exercice de respiration, ça permet vraiment de se refocaliser, d'éviter les moments de stress et tout ça. Exactement. C'est comme les siestes à midi, après un repas, c'est incroyable. On a tendance à la laisser filer, de se dire, bon bah c'est bon, je n'ai pas besoin de faire une sieste. Mais quand on fait une sieste, c'est réparateur. Ah oui. Et après, t'as un shot d'adrénaline ou de... Moi-même, en tant que sportif, je fais une sieste après manger pour pouvoir récupérer, parce que c'est difficile de faire du sport. Bon, je me lève à 4h30 aussi, mais c'est difficile de faire du sport intensément, beaucoup de sport, et de manger et de jamais s'arrêter, quoi. Il faut un moment où dans la journée, voilà, on dort. On se pose. On se pose. On se pose. Ok. On arrive au moment où on a... Ah non, voilà, j'y arrive. Du coup, qu'est-ce que le web t'a apporté que tu pouvais pas avoir ailleurs? Donc, on a compris qu'avec LinkedIn, Instagram et TikTok, ça avait aidé un peu à te faire connaître. On a aussi, pour ceux qui le savent pas... On a aussi, pour ceux qui le savent pas, un journal, le Dauphiné. Le Dauphiné Libéré, ouais. Le Dauphiné Libéré qui te suit. Oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses qui sont venues en fait grâce à Internet? Oui, beaucoup. C'est d'ailleurs quasiment que ça, des gens qui m'envoient des mails ou des messages sur LinkedIn ou sur Instagram, etc. pour faire des interviews. Il y a énormément de sites internet pour les interviews de sportifs de haut niveau, et du coup, j'ai été appelée par pas mal d'entreprises. Donc, c'est souvent des interviews sur internet. Donc, j'en ai fait en Angleterre, j'en ai fait aussi à l'étranger, enfin voilà.
Donc j'en ai pas mal qui me demandent. Après, c'est sur des sujets parfois différents. Par exemple, des fois c'est plus sur la technique de la voiture, des fois c'est sur la place de la femme dans les sports masculins, etc. Ça dit, il y a des points de divergence des fois. Voilà, c'est ça. Donc j'en ai eu pas mal, mais le Dauphiné libéré, ça reste celui qui est le plus présent. Parce qu'en fait, c'est celui qui est à Chambéry. Donc en fait, c'est le moins loin de chez moi. Et du coup, il me suit dans toutes mes courses que je fais. Il m'appelle avant les courses, après les courses. Voilà. C'est vraiment c'est des articles qu'on fait tout le temps, quoi. En permanence, à chaque fois qu'il y a une course, il va mettre un article pour mon actualité, voilà. C'est quasiment même un attaché presse. C'est quasiment ça, en fait. Non, ouais, ils sont très, très à l'écoute et puis ils adorent le sport auto aussi. Donc voilà, ça fait un beau sujet et puis voilà, ils me suivent vraiment dans mon parcours, en fait. Ok. Bon, on arrive à la question secrète. Alors, pour l'explication, pour les personnes qui nous rejoignent sur cette interview, et pour toi, la question secrète, le principe, c'est une question qui peut être connectée ou non à ton cœur d'activité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a le temps que tu veux pour répondre, parce que de toute façon, on a d'excellents monteurs qui se chargent après de faire la coupure. Je te pose une question, et l'idée, c'est juste de voir comment tu construis ta réponse. Il y a pas, justement, vu qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, par rapport à ça. Tu me dis quand t'es prête, mais là on met juste un tout petit laps de temps parce que je regroupe les informations pour la sortir, parce qu'elle est créée en live. Ah ouais. J'avais déjà une idée préconçue, mais là je te demande juste un instant, je regroupe quelques infos et je crois que je l'ai. Si tu te retrouvais téléporté dans un jeu vidéo. Ouais. Ok. On sent le stress. Si tu te retrouvais téléporté dans un jeu vidéo et que ce jeu vidéo, c'était un jeu vidéo où tu pouvais modéliser le véhicule que tu veux, où il n'y a pas de limite à ce que tu peux créer, tu vois. D'accord. Donc vraiment, tu as le champ libre. Ouais. Quel serait le véhicule, à quoi il ressemblerait? D'accord. Et quel type de terrain tu aimerais avoir? Savoir que, vu que tu es dans un jeu vidéo, tu peux vraiment créer tout ce que tu veux. Je sais pas si tu connais Tron. Je connais aucun jeu vidéo. Eh ben, c'est parfait. Non, du coup, tu as le champ carrément libre. Ça veut dire que tu peux te dire que tu sors même de l'idée d'avoir juste 2 roues ou autre chose. Ça peut être dans les airs, sur la terre, l'eau, ce que tu veux. Déjà, ça a 4 roues. Ok, déjà ça a 4 roues. Déjà, ça a 4 roues, parce que j'adore les 4 roues. Ok, pas de problème. Ça a des pneus slick. Alors, les pneus slick, c'est quoi? Les pneus slick, c'est les pneus quand on roule en monoplace sur le sec. Donc, vous savez, c'est les pneus vraiment qui n'ont aucune rainure. Des pneus slick. C'est vraiment une voiture du futur. Ok. Elle a quoi, par exemple, comme un design épuré, ce genre de choses? Ouais, on voit pas grand-chose. Il n'y a pas de portière ou rien du tout. Ok. Ça se rapproche à la Mercedes de F1, mais sans tous les motifs, tout l'esthétique. Vous voyez? Gris clair. Une sorte de transparence ou quelque chose comme ça? Non, pas transparent. Gris clair. Okay. Très très bien, très très bien. Gris clair. Ouais, je vois ça. En fait, je vois vraiment quelque chose parce que voilà, c'est la technologie et je me dis plus tard ça va être ça, quoi. Et parce que là, ils ont déjà sorti les nouvelles Formule 1 et c'est un changement total et limite c'est irréel. Okay. Et du coup, je vois un peu ça, mais dans 20 ans, quoi. Dans 20 ans, ok. Et du coup, ouais, ce serait vraiment une voiture hyper rapide. Et du coup, le terrain, l'environnement autour? Un circuit. Un circuit, du évidemment, coup. Évidemment. Et après, au niveau plutôt du sable, du désert, des arbres. Non, je vois pas. Standard. Ouais, un ciel. Okay. Un ciel bleu. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, ben, écoute, je pense qu'on arrive au bout, voilà. Pour les personnes maintenant qui veulent, et je m'adresse à vous maintenant, pour les personnes qui veulent te soutenir, t'accompagner, te poser des questions, quand tu peux répondre évidemment, parce que 6000 personnes, l'air de rien, ça fait quand même beaucoup de personnes à répondre. Où est-ce que on suit un peu ton parcours de vie et tout ça? Les réseaux sociaux sur lesquels on te contacte, on se connecte? Alors donc j'ai une page Facebook, donc Angelina FSA. Donc Angelina Favario Sport Automobile, où je mets toutes mes actualités, c'est que ce soit en sport normal ou en sport automobile, mon classement, mes actualités de classement, enfin de résultats. Et Instagram, où je suis beaucoup active aussi, donc Angelina Favario 1.
Oui, parce que le premier a sauté. Le premier a sauté. À la base, il n'y avait pas de 1. Il y a un 1 du coup. Ça, c'est bien parce que comme ça, les personnes qui vont monter la vidéo, ils nous mettront aussi dans la description de la vidéo YouTube pour suivre. Oui, voilà, super. Après, je suis active sur TikTok pour faire des vidéos drôles ou des vidéos du sport auto qu'on peut se poser des questions des fois sur n'importe quoi ou même défendre les femmes dans ce sport. Ou d'ailleurs j'ai pas mal d'abonnés parce que les jeunes sont impressionnés par ça, donc du coup c'est toujours intéressant. Puis moi je prends du plaisir à faire ces vidéos, donc voilà. LinkedIn pour les entreprises. En fait, c'est vraiment un réseau social pour chaque but, pour chaque objectif, quoi. Vous retenez bien, hein, un réseau social par audience. Par audience. Donc LinkedIn, voilà, pour les entreprises, ou pareil, je mets toujours mes actualités dans tous les réseaux sociaux, mais ça n'a pas les mêmes retombées du coup. Donc voilà, c'est. Après sur Snap, je me suis mise maintenant en public parce que donc sur Snap, je mets juste des photos vraiment des belles photos de photographes quand je roule en fait. Donc là. Avec les visions, j'ai déjà vu des photos comme ça. Voilà, donc c'est ça que je mets principalement sur Snap, et sinon j'ai pas d'autres réseaux sociaux à proprement parler. Et du coup. Alors, on l'a dit on l'a dit à la fin aussi, mais on l'a dit à plusieurs moments, les recherches de sponsors, si jamais vous êtes intéressé, je crois que tu as une cagnotte en ligne. Oui, c'est ça. Et la cagnotte, pour la retrouver... Alors, c'est une cagnotte Litchi, donc je l'ai épinglée sur tous mes réseaux, enfin sur c'est juste. Oui. Voilà, sur LinkedIn et Facebook, donc on peut la retrouver directement au-dessus de mon profil. Et j'ai oublié de dire que j'ai YouTube aussi. Ah ouais. YouTube, voilà. Enfin, j'ai Twitter aussi. Enfin, j'oublie des fois. YouTube où je fais des vidéos en fait de pas chacune de mes courses, mais je fais des vidéos soit par exemple la dernière fois c'était ma course à Monza. J'ai fait des vlogs. Okay. Où j'ai fait aussi, j'ai testé le karting avec ça fait vraiment vidéo YouTube. J'ai testé le karting avec. Voilà, j'ai testé le karting avec Anna. Donc Anna, c'est une amie à moi qui, elle, adore le simulateur. Okay. Donc en fait, on fait 2 vidéos. Elle vient chez moi pour tester le karting avec moi parce qu'elle a jamais fait de karting. Okay. Et moi, je vais tester son simulateur. Bon, j'ai déjà fait du simu, mais pour tester le sien. Et du coup, on fait une vidéo par rapport à ça pour dire que on a la même passion, qui est le sport automobile, mais on fait pas la même chose à l'intérieur. Donc du coup, j'ai fait une vidéo sur ça aussi. Et après, quand j'ai été en Laponie aussi, sur les lacs gelés, ma première course à Nogaro en F4, des rassemblements que j'organise via mon association. Donc c'est vraiment varié, quoi. Il y a plusieurs vidéos sur ma page. Ok. Et du coup, là, c'est plutôt une question qui s'adresse aux sponsors. En participant à la cagnotte, il y a des avantages ou des placements, je crois, sur le véhicule ou des Oui, exactement. Donc déjà, je voulais faire, là, c'est à la fin de l'année, donc j'ai pas pu, mais je voulais mettre tous les noms de chacun qui ont mis une participation sur ma voiture en petit pour faire quelque chose d'intéressant, mais j'ai pas pu. Il reste une course, malheureusement. Mais sinon, voilà. Mais sinon, voilà, les gros sponsors pour les gros autocollants, ça, il y a pas de problème. Je peux mettre sur la voiture quand je veux. Et voilà, ça peut être sur mon casque. Après, on peut le modifier sur ma combinaison, sur la voiture, partout. Ok. Pour les sponsors qui souhaitent investir. Bah, c'est lourd, hein, tout ça. Et en tout cas, merci d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau broadcast. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.